Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes vendredi, c'est la dernière édition de la semaine de la revue des Grandes Unes, avec nos invités déjà sur ce plateau qui vont commenter, analyser, même décrypter l'actualité telle que traitée par la presse. Mais avant, nous allons vous donner les sujets qui constituent notamment la une des différents tabloïds. Le journal La Nouvelle Expression parle d'observation de l'Union africaine, code électoral, dialogue et les CAM. C'est le grand titre de La Nouvelle Expression. Le journal fait savoir que c'est sur ces axes que reposent d'ailleurs les recommandations formulées par l'organisation panafricaine à l'issue des législatives municipales du 9 février 2020 au Cameroun. C'est à lire en page 3. Le journal parle également de la tournée de Kamto. Un ami politique recadre Célestin Djamène. Dr Siméon Kuissou trouve que les sorties de l'ex-militant du Social-Démocratique Front au sujet de son nouveau parti démontrent sa faible culture générale de l'histoire du Cameroun. C'est en page 3. Et on parle du double scrutin. Regard croisé de candidats, Paul Riking du MPCN et Roland Dongo ici du PCLN s'affrontent donc au lendemain du double scrutin du 9 février. C'est en page 6. Le journal s'intéresse également à Yoko, cette localité, triste souvenir des prisons politiques, donc connue autrefois pour son enclavement et sa prison où étaient donc déportés les prisonniers politiques. La localité essaie donc de se défaire de sa sinistre réputation à la découverte d'une cité perdue. C'est en page 2 du journal La Nouvelle Expression de ce matin. Le journal L'Œil du Sahel qui en kiosque s'intéresse également aux législatives municipales 2020. Taux de participation au double scrutin dans le Grand Nord, c'est à lire en page 3. Le journal parle également des cancers au Cameroun. Le Cameroun en panne d'appareils de diagnostic et de traitement. C'est ce que le journal propose en page 8. C'est tout un dossier que je vous invite à lire, parlant notamment de ces cancers. Coup sérieux, on parle de l'escroc Abakar Chetima qui est donc aux arrêts, et le journal le dit donc en page 4. On s'intéresse aussi à Yaoundé où la Saint-Valentin se déroule donc avec les jeunes du Septentrion. C'est dans le journal disponible également ce matin. L'autre journal disponible en kiosque, il s'agit notamment de Émergence qui a d'autres actualités qui s'intéressent beaucoup plus, comme vous le savez, à une question: que peut changer la victoire du boycott? C'est une question que se pose le journal, avec notamment des experts qui s'affrontent donc comme chaque vendredi, qui s'affrontent donc autour de cette question. Et le journal s'intéresse ici aux législatives municipales 2020. Le rapport critique de la société civile, c'est ce que le journal nous apprend ce matin, et d'autres informations contenues dans le même tabloïd. Le journal est en kiosque, tout comme le messager de ce jour qui parle du RDPC Nyong et Fumu, un code dedans. Flingue Robin Kili, c'est le titre du journal, pour expliquer ce qui se passe carrément dans cette partie du pays également, à la suite notamment de ce double scrutin, au motif qu'il n'a jamais donné du travail aux ressortissants de cette localité en 14 ans au gouvernement, passé donc au gouvernement. Donc le président du Parlement panafricain règle ses comptes donc à l'ex-ministre des Transports, Robin Kili. C'est dans le journal Le Messager, tout un mini dossier que je vous invite à lire ce matin. Le journal également s'intéresse aussi à autre chose, parlant de la commune de Nkonzem, où les conseillers municipaux aujourd'hui sont en procès avec le maire sortant, lui qui n'a jamais été en odeur de sainteté avec ces derniers, mais seulement cette réélection permet également aux conseillers de pouvoir en découdre avec lui carrément. C'est le journal qui a proposé l'article également ce matin. C'est en page 3 de ce numéro. Mutation parle donc d'anniversaire de Paul Biya, ventre à terre. C'est le titre proposé par Mutation. Le journal fait savoir que le chef de l'État a donc sollicité sa localité natale et célébré également son anniversaire, son 87e anniversaire dans la stricte intimité à Mvomeka. Le journal fait savoir que pendant qu'il était donc de ce côté-là, il avait les apparatchiks du pouvoir qui étaient du côté de Yaoundé au palais des congrès, avec une jeunesse sélectionnée dans la plupart des régions du pays pour souhaiter joyeux anniversaire au chef de l'État. C'est dans le journal en page 9. Je vous invite d'ailleurs à lire. Le journal parle également des législatives 2020 avec le contenu des 40 recours déjà en poste donc pour attendre justement le déballage. Le journal est donc revenu sur cette affaire et avec également d'autres réactions à découvrir dans le numéro disponible en kiosque ce matin. Le journal L'économie parle plutôt d'agroalimentaire avec le Cameroun qui dépend notamment des importations de blé entre 2012 et 2020. Pourquoi tout cela n'a pas pu marcher jusqu'ici? Il y a des améliorations en cours.
jour. C'est un autre dossier que je vous invite à lire. Le journal d'autres informations également ce matin. Le soir hebdomadaire parle du 87e anniversaire du chef de l'État. La jeunesse célèbre Paul Biya. Pour le bien de notre pays, j'ai besoin de vous. Cette phrase est restée donc gravée dans la mémoire de ces jeunes. En tout cas, une phrase prononcée également hier par ces jeunes qui ont aussi souhaité joyeux anniversaire au chef de l'État. Et c'est à lire dans le journal Le Soir hebdomadaire. Le journal parle également des législatives municipales 2020. Taux d'abstention, faux débat, c'est ce que le journal propose. Et dans le Mbéré, on parle du RDPC qui trouve enfin son cheval de bataille. C'est à lire dans le journal, disponible en kiosque ce matin, comme le journal Cameroun Tribune qui parle du 87e anniversaire de Paul Biya. Paul Biya à l'honneur, c'est ce que dit le journal, avec ce méga meeting organisé au Palais des Congrès qui a réuni plusieurs jeunes venus des différentes régions du pays, autour d'eux quelques membres du gouvernement pour souhaiter joyeux anniversaire au chef de l'État. C'est Cameroun Tribune qui propose tout un dossier ce matin, de la page 2 à la page 3. Le journal Le Popoli qui est en kiosque parle de l'élection du 9 février. Le jackpot de Cabral Libi, selon le journal satirique, il a profité en tout cas de tout ce qui lui a été donné, offert donc comme possibilité pour qu'il se positionne pour la toute première fois. Il a donc eu ce qu'il devait avoir, et donc ce sont les résultats également proposés par le journal Popoli de ce matin. C'est donc ce qu'on peut découvrir dans la presse, disponible en kiosque ce dernier jour de la semaine. Sur ce plateau avec nous, Georges Semé, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour à vous M. Dongo, bonjour à tous les inconditionnels de Gambie. Merci d'être là. Nous sommes vendredi et comme vous le savez, c'est un jour particulier avec Camille Nélé. Bonjour. Flavien Valondongo, bonjour. Bonjour Georges Semé, bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. Vous êtes très beau ce matin avec votre super boubou. Merci. On sait d'où il vient, de toute façon. Voilà. Donc avec vous, nous faisons le tour de quelques sujets proposés par la presse. La nouvelle expression qui est en kiosque ce matin, qui parle de l'observation de l'Union africaine, code électoral, dialogue et l'ECAM. Autant de préoccupations, en tout cas, pour ces derniers. Le journal fait savoir que ça fait partie des axes de reportage et même de ce qui a pu préoccuper l'attention, de ces derniers au cours de la rencontre. Oui, comme beaucoup d'autres organisations, l'Union africaine a déployé sur le terrain des élections couplées municipales et législatives du 9 février 2020 des observateurs. Et au terme de ce rendez-vous qu'ils ont effectué dans 7 régions, il faut le dire, hormis les régions en crise anglophone et la région de l'extrême nord, ils ont donc rendu public un rapport dans lequel ils ont d'abord effectué la situation électorale telle qu'ils l'ont vécue sur le terrain, mais également ils ont apporté des recommandations à l'endroit de toute la classe politique du Cameroun, mais également à l'endroit des autorités camerounaises. Et parmi ces recommandations, bien évidemment, il y a celle qui porte sur une évolution certaine du code électoral, mais également l'institution d'un dialogue suite aux multiples crises qui sévissent aujourd'hui au Cameroun. Donc, il n'y a pas eu que l'Union africaine qui a effectué ce travail, il y a eu d'autres organisations internationales, nationales ou d'autres organisations de la société civile nationale ou internationale qui ont rendu des rapports. Mais ce qui intéresse aujourd'hui nos confrères de la nouvelle expression, c'est celui de l'Union africaine qui, pour ma part, semble un rapport assez proche de la réalité, compte tenu de la réalité sociopolitique de notre pays. Et je pense également que le code électoral mériterait de subir quelques évolutions, mais également qu'un dialogue s'instaure entre toutes les parties belligérantes du Cameroun avec les autorités camerounaises, mais également et l'ECAM qui fait partie du système électoral soit un tout petit peu réformé afin de rassurer toute la classe politique camerounaise. Donc c'est dans ce sens-là que je partage tout à fait le point de vue de l'observation de l'Union africaine qui a été rendue publique il y a quelques jours. Alors, c'est un rapport également, ou tout au moins un compte rendu qui suscite des réactions des uns des autres, surtout de la classe politique aujourd'hui, lorsqu'on parcourt le dossier proposé par la nouvelle expression. Vous savez, depuis que Moussa Faki Mahamat, le Tchadien Moussa Faki Mahamat est au secrétariat général de l'Union africaine, on voit que beaucoup de choses ont changé. C'est-à-dire, on sent que le travail et la perception des réalités du terrain sont beaucoup mieux prises en compte et beaucoup mieux réfléchies. On voit par exemple que la participation ou l'implication de l'Union africaine dans ces élections qui viennent de se dérouler a été assez pertinente et ne se solde pas par des critiques acerbes, mais par des recommandations. Recommandations parce que ceux qui étaient sur le terrain ne sont pas allés uniquement chercher là où les choses n'ont pas été et plutôt rechercher des scandales, mais ces émissaires ont regardé, ont tenu compte de la réalité du terrain et maintenant ont compris que l'une des raisons pour lesquelles
on a pu noter peut-être pas un désamour, mais une sorte de non-participation, de grande non-participation des électeurs. C'est justement parce qu'il y a certainement des éléments du code électoral qui mériteraient d'être toilettés. Moi, je pense que la conclusion de ces émissaires, qui n'est faite que de recommandations, est beaucoup plus policée, beaucoup plus polie. Et moi, je pense que c'est ce qui doit être pris en compte par les autorités camerounaises. Ça fait partie de ce que les acteurs politiques de l'opposition demandent depuis. Absolument. Et maintenant, avec cette recommandation de l'Union africaine, je pense que les autorités camerounaises comprendront davantage qu'il est important que cette grande concertation entre acteurs politiques se tienne et qu'on se mette d'accord effectivement sur un code électoral qui arrange tout le monde. Vous savez, le mot consensuel, mais j'ai l'impression qu'il est un peu galvaudé, parce qu'il faut que tout le monde, que chacun apporte ses propositions, parce que tout le monde ne sera pas d'accord sur les mêmes choses. Donc il faudrait que les gens se réunissent. Et comment même doit-on se réunir? Et bien évidemment, il faudrait d'abord que ce soit les élus, parce que les élus eux-mêmes ont la légalité suffisante pour effectivement faire des propositions. Mais maintenant, il y a les acteurs politiques, il y a aussi la société civile qui ne doit pas seulement être là pour jouer un rôle d'aboyeur, mais plutôt un rôle oui, c'est vrai, parce que sincèrement, ce que nous appelons société civile au Cameroun se manifeste beaucoup plus par une posture complètement braquée contre le gouvernement, alors que son rôle, c'est de relever ce qui est bien et de relever maintenant ce qui doit être apporté. Aujourd'hui, les recommandations de l'Union africaine devraient interpeller les uns les autres, mais davantage le gouvernement, pour qu'ils comprennent qu'il faut peut-être maintenant changer, aller avancer un peu plus. Parce qu'on ne peut pas dire que les choses n'ont pas changé, que les choses n'ont pas avancé, mais avancer encore un peu plus vite pour que, aux prochaines consultations, que les gens ne reviennent plus toujours sur les mêmes récriminations. Voilà. Donc, lorsqu'on parcourt le journal, et surtout l'article en page 3, on peut déjà avoir une idée de ce qui s'est déroulé, en tout cas, ce qui a été relevé également par l'organisation panafricaine, à la suite notamment de ce double scrutin du 9 février dernier. Toujours dans la presse, la nouvelle expression, on parle de double scrutin toujours, regard croisé de candidats, Paul-Éric Kingué, donc du MPCN, et Roland Ngoïsi du PCRN, s'affrontent au lendemain du double scrutin du 9 février. C'est dans le dossier proposé par le journal. Il y a des acteurs politiques qui se prononcent sur le déroulement même de ce double scrutin. D'abord, il faut dire que le MPCN de Paul-Éric Kingué et le PCRN de Kaba Libi sont deux nouvelles formations politiques qui ont engrangé quelques sièges lors de ce double scrutin. Et nos confrères de la nouvelle expression nous apprennent aujourd'hui qu'il y a un regard croisé de deux leaders de ces partis sur le déroulement de ces discussions. Mais déjà, il faut tirer un coup de chapeau quand même à ces deux formations politiques qui ont montré que la politique peut se faire autrement, qui ont montré qu'on peut gagner le RDPC sur ces terres, parce que le Mongo reste quand même un bastion du RDPC, et qu'on pouvait également que la jeunesse, on peut compter aujourd'hui avec la jeunesse, qui apporte un autre discours dans un foisonnement de discours extrémistes que l'on observe aujourd'hui dans le paysage politique du Cameroun. Donc, PCRN, MPCN, Paul-Éric Kingué et Kaba Libi, qui sont ici représentés par certaines personnes, je pense que ça apporte quelque chose de nouveau dans la scène politique du Cameroun, et ça devrait quand même inspirer ceux qui pensent que la politique n'appartient qu'à des septuas, des sexas, des septuas et des octogénaires. Et il y a des jeunes également qui peuvent faire valoir leur talent politique, que ce soit dans les élections législatives, municipales, mais également à l'élection présidentielle. Alors, ce sont des réactions, en tout cas des acteurs politiques candidats au double scrutin. Et là, c'est une nouvelle façon de faire la politique. Il faut rompre notamment avec cette volonté de toujours garder les mêmes personnes. On peut lire par exemple ce que dit Roland Ngoïsi. La plus grande leçon que je tire, donc, c'est la volonté du peuple à opérer une rupture entre la vieille classe et la nouvelle. Et c'est peut-être même l'une des raisons de ce faible taux de participation, parce que effectivement beaucoup de personnes ont pensé que ce sont toujours les mêmes qui reviennent et que ça ne vaut pas la peine. Je ne pense pas qu'il y ait une faible participation parce que un mot d'ordre de boycott a été lancé. Non, il y a des gens qui se disaient que non, à quoi bon, puisque ce sont toujours les mêmes députés qu'on voit, ce sont toujours les mêmes maires que les mêmes conseillers municipaux qu'on est en train de présenter. C'est pour cela que certains peuvent dire, or, ce que dit cette dame est très très pertinent, dans la mesure où, effectivement, on a vu la percée de jeunes, on a vu Cabral Libi, dont la censure a été tout simplement fulgurante, on a vu son entrée en politique.
politique. Et on a vu surtout sa clairvoyance dans la mesure où il demandait d'abord aux gens de s'inscrire sur les listes électorales. Parce que ça, c'est un vecteur absolument important. Il y a des gens qui sont restés chez eux parce qu'ils n'étaient même pas inscrits sur les listes électorales. Donc voilà une dame qui dit que là où on voit de nouvelles figures émerger, c'est parce qu'on comprend, on peut la dire à travers cette nouvelle entrée, la volonté des gens d'aller vers la rupture. Regardez Cabral Libi, qui il y a 3 ans n'était que chroniqueur, analyste politique et tout, mais aujourd'hui dont le parti est en train de faire tout simplement le buzz. Bon, regardez Paul Riquet, qui par exemple, lui, quand il est sorti de prison, qu'il a manifesté sa volonté de briguer la mairie sur son fief politique, et où il a vu que son allié est en train de venir aussi briguer la mairie. Vous avez vous souvenez de sa ruade, de sa violente ruade en disant que mon ami, si on est allié, ne viens pas jouer sur mon terrain. Et il a eu raison, la preuve, il a gagné Njombe Penja, il a gagné Dibombari, où personne ne l'attendait, où le RDPC trop d'en mettre depuis toujours, mais qu'on voit Paul Riquet venir de Njombe Penja et venir gagner la mairie de Bois, ça veut dire que les populations veulent vraiment autre chose. Et cette dame a vraiment raison. D'accord. Alors, il y a la suite, notamment de ce dossier, il y a le Social Democratic Front. Le journal nous apprend que CIGIT, donc le SDF, avec les temps qui sont durs dans cette formation politique. Je crois que le SDF vit depuis quelques années une véritable crise de croissance, mais également une crise idéologique. On sait qu'il y a eu beaucoup de démissions suite à des incompréhensions entre le leadership du SDF et certains militants. Mais je crois aussi qu'il y a l'effet crise anglophone qui a fait que la majorité de l'électorat du SDF qui se concentre dans ces 2 régions n'a pas pu voter. Donc, ce qui, bien évidemment, fait qu'aujourd'hui, le SDF est pratiquement la 3e force politique du Cameroun, alors qu'elle en était la 2e sur le plan parlementaire. Laisse place aujourd'hui à des nouveaux partis comme le MRC ou alors comme le PCRN. Mais je pense que c'est un parti qui peut se refonder idéologiquement, mais il peut également se refonder en rajeunissant un tout petit peu sa ressource humaine politique. On a vu un frisson lors de la dernière élection présidentielle où M. Foundi a préféré laisser la place à un plus jeune que lui. On a dit peut-être que c'était, on a cru en cela que c'était un petit jeu de passe-passe, mais il est clair et net que Foundi a laissé la place à quelqu'un de plus jeune que lui. Mais il faut aller en profondeur. Certains décrivent une dérive autocratique au sein du SDF qui est exercée, ça reste à vérifier bien évidemment, dérive autocratique qui est exercée par le chairman John Foundi. Mais je pense que il y a des National Executive Committee qui se tiennent régulièrement et au sein du SDF on arrive à se parler, on arrive à juguler les insuffisances, on arrive à corriger les dysfonctionnements et cette dynamique fait qu'il faut refonder le SDF pour que lors des prochaines élections, les élections qui se profilent à l'horizon, le SDF retrouve quand même sa place de 2e force politique du Cameroun parce qu'elle en a perdu beaucoup. Elle a perdu des hommes, elle a perdu l'idéologie, elle a perdu des sièges et on est en droit de se questionner qu'est-ce qui ne va pas véritablement au sein de ce parti. Alors, vous pouvez répondre à cette question? Non, je réponds à la bonne question en relevant que Georges Sémé a parlé de formation d'importance en citant le MRC. Le MRC n'existe plus aujourd'hui que virtuellement. C'est-à-dire que pendant 5 ans, le MRC ne sera... je sais que ça ne plaira pas. C'est vrai, mais le résultat de l'élection présidentielle reste quand même. Oui, mais je dis, il reste, mais seulement sur le plan pratique, il reste quoi? Il ne sera présent ni dans les mairies. Il faut une nouvelle élection présidentielle pour dire que il maintient ce point politique. Je dis sur le plan actif, sur le plan actif politique à l'intérieur du Cameroun aujourd'hui. Est-ce que ces députés pourront parler à l'Assemblée nationale? Est-ce que ces sénateurs pourront parler? Est-ce que ces conseillers municipaux pourront implémenter quoi que ce soit sur le terrain? Ça ne va pas plaire aux gens, mais c'est la vérité. La décision du MRC de ne pas participer à l'élection a complètement mis en cloque ce parti pendant 5 ans. Donc moi je dis, aujourd'hui, regardez le PCRN, regardez le SDF, regardez le MPCN, oui, voilà de nouvelles forces avec lesquelles que l'on verra sur le terrain et dans le débat politique aujourd'hui. Le MRC ne pourra rester que maintenant dans l'activisme et dans l'agitation et maintenant peut-être dans les discours. Mais en attendant, il devra attendre 5 ans. Et ça, c'est la vérité qu'il faudra qu'on dise aux gens. Moi, je réalise même, je ne vois même pas pourquoi on est toujours en train de parler du MRC. Le MRC était très très bien parti pour gagner et des sièges à l'Assemblée nationale et des mairies. Mais malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais aujourd'hui, on continue à faire comme s'il existe encore. Non, il existe effectivement comme parti politique, mais le parti de Mme Kawala est où? Mme Kawala est réduite à parler toute seule et à faire des déclarations sans plus, pendant 5 ans au moins. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, les nouvelles têtes politiques qui sont entrées dans la scène,
celle-là, c'est avec celle-là qu'il faut faire. C'est avec celle-là qu'il faut dialoguer. C'est avec celle-là c'est du côté de celle-là qu'on devrait tendre les oreilles et surtout diriger nos yeux pour voir ce que ces partis font sur le terrain. Le cas estime qu'ils ont été mal élus à cause notamment du taux d'abstention. Mais on parle du faible taux d'abstention, mais allez parler aussi du fort taux d'abstention dans l'extrême nord, où il y a une participation de 60%, personne n'en parle, curieusement. Alors on va peut-être dire que c'est peut-être l'œuvre de M. Midjihar Bakari, le gouverneur, qui s'est déployé pour parler aux gens. Mais vous pensez qu'une participation de 60% dans la Damao, de 40% dans le Nord, ça veut dire qu'eux n'ont pas les mêmes problèmes que les autres? Moi, je pense qu'il y a un certain nombre d'éléments subjectifs ou objectifs qui vont faire que les gens ne puissent pas beaucoup voter. Mais il appartiendra non seulement aux partis politiques, mais aussi aux forces vives d'essayer de comprendre pourquoi cela. Mais n'allez pas toujours chercher l'explication derrière un concept nébuleux de boycott qui, pour moi, ne cadre pas avec la réalité. Parce que tout le monde sait très bien que la guerre au Nozo blesse tout le monde. La guerre au Nozo fait mal à tout le monde. Le Nozo est en train d'être déserté par ses propres populations. À cause de quoi? Allez demander pourquoi. Posez la question pourquoi. Maintenant, quand on dit qu'il faut même dialoguer avec les belligérants, parce que quand il y a des termes, quand on les sort un peu de façon un peu générale, un dialogue entre belligérants. Là, aujourd'hui, vous avez qui? Le général Aïvo. Non, attendez, soyons sérieux. Aujourd'hui, on réalise que sur le terrain, c'est beaucoup plus des milices, c'est beaucoup plus des groupes armés qui sèment la terreur. Il n'y a aucune revendication idéologique. Ces personnes, il y a une sorte de voice qui circule dans le net aujourd'hui, où l'on entend quelqu'un dire oui, vous avez gagné les élections, maintenant tentez de venir entrer dans les mairies, vous allez voir, on va vous tuer les uns après les autres. Attendez, vous pensez qu'avec un discours comme celui-là, la crise du Nozo va facilement être résolue, alors que tout le monde recherche la paix. Donc ça, c'est autant de choses que et les journalistes et les hommes politiques devraient dire. Ils n'ont plus se réfugier derrière des concepts fumeux en disant que non, écoutez, les problèmes du Nozo doivent être résolus. D'accord. Le dossier de la Nouvelle Expression ce matin parle de politique avec notamment le double scrutin et les acteurs réagissent donc dans ce dossier de la page 6 à la page 8 carrément. Vous aurez l'occasion de parcourir si vous faites un tour en kiosque. Et Émergence, parlant notamment de ce boycott, le journal pose une question. Que peut changer la victoire du boycott? Écoutez, je ne sais pas s'il y a eu une victoire du boycott et je pense que on aurait pu formuler la question autrement. Que peut changer le faible taux de participation? Parce qu'il s'agit de cela. Et parlant de boycott, je ne pense pas que tout le monde a boycotté. Les appels au boycott ont été lancés, mais je ne suis pas certain que tous ceux qui étaient partisans du boycott eux-mêmes n'ont pas participé à cette élection, puisqu'il nous revient que certaines personnes de ceux qui prônent le boycott ont voté. On en a les preuves et on est allé sur le terrain. Mais on aurait pu parler de la faiblesse du taux de participation et de s'interroger sur l'impact de ce boycott sur le faible taux de participation, sachant que le taux de participation à toutes les élections a toujours été faible. Maintenant, il faut interroger la proportion, l'impact qu'a pu avoir ce boycott sur le taux de participation. Et je pense que, et en cela, il appartient d'abord aux officiels en charge de proclamer officiellement le résultat, de nous donner la quintessence du faible taux de participation avant qu'on ne commence à polémiquer sur la question. Mais le boycott, il faut le dire quand même, a eu un impact négatif sur ce taux de participation, mais ça n'explique pas à lui seul le faible taux de participation, parce que le doyen le relevait tout à l'heure, ou alors l'intérêt ou l'adhésion à la chose politique des Camerounais depuis 1990 s'est estompé. Cela explique le fait qu'il y ait successivement lors des élections ce faible taux de participation. Mais il y a également certaines personnes qui ont jugé que, écoutez, la messe est presque dite, ça ne vaut pas la peine d'aller voter. Ce n'est pas à mettre à l'actif du boycott. Donc le boycott n'est qu'un élément qui vient affaiblir le taux de participation, mais ça n'explique pas qu'il y a eu une victoire du boycott sur le taux de participation. Juste à ce stade d'information, il appartient à Elecam, il appartient au Conseil constitutionnel de nous donner le taux de participation officiel et à ce moment, on pourra tirer toutes les leçons qui concernent le boycott et la faiblesse du taux de participation. Alors, 10 experts s'affrontent autour de cette question. C'est ce que le journal propose, comme tous les vendredis d'ailleurs. Camille, vous n'allez pas vous prononcer là-dessus parce que vous avez déjà dit un mot à propos. Et le journal s'intéresse sur le double scrutin avec le rapport critique de la société civile.
La société civile était fortement impliquée dans l'observation de ces élections, autant que l'Union africaine qui a laissé son rapport. Et je crois que au regard de tous les rapports qui ont été effectués, on a noté, comme je le disais tout à l'heure, ce faible taux de participation. Et il y a également eu des irrégularités, comme on peut le voir dans plusieurs élections organisées au Cameroun. Mais il appartient désormais que les politiques, toute la classe politique du Cameroun tire les conséquences de ce double scrutin parce qu'il y a des irrégularités. Et ces irrégularités peuvent nous permettre de corriger le tir dans les prochaines élections qui sont annoncées. Il y a les régionales qui ont été annoncées par le président de la République. Donc, ça peut nous permettre de profiter des recommandations qui ont été formulées par l'Union africaine et les organisations de la société civile locale ou internationale afin de faire évoluer un peu les textes qui entourent les opérations électorales dans notre pays. Alors, le journal Le Messager de ce matin, vous voulez dire quelque chose sur la société civile? Non, je voudrais dire un mot sur les irrégularités. Vous savez, quand on parle d'irrégularités, on pense toujours que ces irrégularités sont des fraudes par le RDPC. Mais maintenant, quand par exemple le RDPC, lui, dans la ville par exemple, est en train de saisir le Conseil constitutionnel, tout simplement, le champ administratif, parce qu'il estime qu'il y a des irrégularités, les gens ne comprennent pas que donc le RDPC lui-même peut être victime de fraude aussi. Oui, la fraude ou l'irrégularité n'a pas de couleur d'un parti. Et de deux. Je vais plus loin. Regardez par exemple dans le Béret, où les gens voient les mêmes députés être reconduits depuis 15 ans. Le faible taux de participation de ce côté-là s'explique dans la mesure où les gens attendaient de nouvelles forces qui étaient même déjà en pole position. Mais seulement, on a ramené les mêmes choses. C'est pour ça que certaines personnes de ce côté-là ont préféré rester chez elles. Pas parce que, pas en pensant forcément à la crise anglophone, mais en estimant que non, avec le même ancien vice-président de l'Assemblée nationale qui est là depuis 10 ans, qu'on ramène encore alors qu'il y a de nouvelles forces qui sont en train d'arriver avec Mokhtar Madama ou bien Aboubakar Sabat. On a vu qu'il y a une sorte de désamour de ce côté-là. Donc, la faible participation des populations est clairement, peut être expliquée de façon séquencée aux quatre coins du Cameroun. Alors, le Messager de ce matin parle toujours du RDPC avec le RDPC dans le Nyon et Foumou. On voit bien qu'un code Danquier également candidat aux législatives, a flingué Robin Kili qui a passé 14 ans aux affaires. La raison évoquée ici par le journal, c'est que Robin Kili n'a pas donné du travail à la jeunesse et c'est pour ça qu'il a été sanctionné politiquement. Alors je pense que après les élections, c'est les règlements de compte et comme on dit au quartier, la vérité commence à sortir et cette vérité vient de ce département que vous avez évoqué entre Robert Kili et Kododan. Mais c'est circonscrit au sein d'une formation politique. On peut l'observer également dans la majorité présidentielle entre le RDPC et ses partis affidés qui forment la majorité présidentielle, mais également entre la majorité présidentielle et l'opposition. Donc je pense que ce sont les conséquences logiques d'une élection qui a fait quand même couler beaucoup d'encre, qui a donné lieu à beaucoup de tensions, parfois même des injures. Et au milieu de tout ça, il y avait ce boycott. Donc, on a interrogé les bilans, les électeurs sont partis aux urnes, les résultats vont être proclamés prochainement et ce n'est qu'à ce moment qu'on pourra déterminer qui a fait quoi et qui n'a pas fait quoi. Très bien. Alors, toujours dans le même journal, on sort un peu de la politique pour parler de cette affaire cette affaire foncière, affaire Tchebo contre Maître Fosso, les vérités veulent ou alors volent en éclat. C'est ce que le journal propose également ce matin. On apprend que c'est une autre affaire de litige foncier alors qu'on a souvent entendu parler plus de ces mêmes cas à répétition. C'est une curieuse affaire qui traîne depuis 10 ans et qui enflamme les réseaux sociaux depuis un certain temps. Il s'agit de cet homme d'affaires qui vit en Europe, qui a décidé de venir acheter un terrain de 2,5 hectares du côté de Fou. Il a contacté un cabinet d'avocats. Le cabinet d'avocats a contacté une famille et qui était prête à se dessaisir de cette parcelle de terrain. L'homme d'affaires, le prix avait été fixé à 50 millions. L'homme d'affaires a donné d'abord 30 millions et un chèque de 10 millions. Et pouf, il est parti. Pendant qu'il est parti, le cabinet d'avocats a monté un dossier et maintenant il attend la suite. Il attend que le type vienne terminer les autres 10 millions et que les choses avancent. Malheureusement, pendant 2 ans, pas de traces. En 2014, le type revient et dit non, écoutez, voilà, moi je peux plus continuer. Je préfère plutôt qu'on voit comment l'argent que j'ai donné, on puisse essayer d'arrondir cela pour que je puisse entrer en possession de mon terrain. Et qu'est-ce qui se passe? La mercurie elle a augmenté entre temps. Les 30 millions qu'il a donnés correspondent à peu près à 2650 mètres carrés, tout ça. 2 hectares. 2 hectares, pardon.
Et à ce moment-là, on lui a dit que non. Ok, il n'y a pas de problème. Mais depuis que, et pendant ce temps, après cet accord-là, le cabinet d'avocats a refait un deuxième dossier technique déposé au service du cadastre. Et depuis, le monsieur est parti, plus de traces. Mais par contre, le cabinet fait comme le clignotant. Oui, mais le cabinet est plutôt surpris de voir que dans les réseaux sociaux, il est traité de fait manière. Georges? Je crois que c'est une affaire suffisamment grave comme on en voit dans tout le Cameroun concernant la gestion du domaine et des cadastres et des affaires foncières. Et je pense que l'affaire qui se déroule à la Meufouafamba n'est que l'arbre qui cache la forêt. Mais pour revenir particulièrement à cette affaire, je crois que le doyen a donné toutes les informations sur la question. L'affaire est toujours en justice, mais beaucoup s'étonnent de ce que on quitte des prétoires plutôt vers les réseaux sociaux où on affible une des parties de tous les scandales alors que la procédure est en cours et même que l'autre partie qui utilise les réseaux sociaux pour accabler une autre partie n'a pas toujours respecté le droit camerounais en la matière. Donc je crois que on devrait laisser la place à la justice pour qu'elle tranche et que on arrête parfois d'utiliser les réseaux sociaux comme un tribunal alors que nous avons bel et bien des tribunaux qui peuvent connaître des affaires qui concernent la gestion du domaine. Alors, c'est un souci. On va lire également le dossier dans je veux dire l'article dans le journal Le Messager ce matin pour comprendre un peu qu'est-ce qu'il en est véritablement. Même si on sait quand même que plusieurs tabloïds sont revenus sur le sujet depuis le début de la semaine. On a lu et on comprend par la suite qu'il y a un qui est quelque peu défaillant à ce niveau. On ne peut pas négocier une affaire et après on ne revient pas. La personne défaillante, c'est le monsieur qui a voulu acheter le terrain. Je ne sais pas pourquoi on est en train d'attaquer le cabinet de Maître Fotso en disant que le cabinet de Maître Fotso a détourné de l'argent. Alors que la personne a versé de l'argent, a disparu, devait finir une autre, et encore que cette personne même peut être poursuivie pour émission de chèque sans provision, parce que le fameux chèque de 10 millions de francs n'a pas pu être perçu. Mais alors, maintenant, pourquoi donc cette personne choisit-elle le terrain des réseaux sociaux alors qu'on sait, c'est parce que les gens pensent aujourd'hui que c'est les réseaux sociaux et les plateaux de télévision qui sont là pour régler même les moindres litiges. Non, c'est une affaire qui est suffisamment une affaire de confiance, une affaire technique qui doit être réglée parce qu'elle n'est pas encore en justice, contrairement à ce que dit Georges. Elle est au niveau non seulement du notaire et au niveau des services du cadastre, mais seulement déjà la personne est en train de ruer dans les brancards en estimant qu'elle a été flouée. Alors c'est ça qui rend les choses graves et qui fait que la presse est saisie pendant que lui il gesticule dans les réseaux sociaux. Alors c'est donc l'affaire Tchibo contre Maître Fosso. Les vérités volent donc en éclats, c'est ce que le journal propose ce matin, c'est dans Le Messager. On va sortir de cette émission avec notre sujet qui concerne la santé, les cancers. Le Cameroun en panne d'appareils de diagnostic et de traitement. Voyez-vous, on ne fait que compter des morts chaque jour, pratiquement, dessus des cancers et des nouveaux cas enregistrés aussi. Voilà une autre nouvelle qui donne froid au dos. Il y a eu des épisodes où on manquait des kits de dialyse ou alors tous les médicaments, l'appareil médicamenteux qui va à l'endroit des malades du VIH sida. Aujourd'hui, c'est le nécessaire pour le cancer. Ça donne froid au dos et ça intervient au moment où on parle de plus en plus du coronavirus qui donne encore des sueurs froides au Cameroun. Donc, je pense que c'est plutôt à mettre au passif de la mauvaise planification en ce qui concerne les réserves des produits pharmaceutiques. Il y a eu les épisodes que j'ai cités tout à l'heure, mais aujourd'hui c'est le cancer. C'est une maladie qui tue beaucoup et sa gravité n'est plus à démontrer. Donc, il faut que les autorités en charge des questions sanitaires dans notre pays sachent comment planifier tout ce qui est en rapport avec ces maladies qui sont aujourd'hui subventionnées et dont les Camerounais qui souffrent de ces maladies ont besoin d'une planification correcte afin qu'ils ne soient pas, qu'ils ne subissent pas la pénurie qui peut être due à une mauvaise planification. Donc c'est extrêmement grave. Autant on parle du cancer, et on parle également du sida, mais on peut parler également de ceux qui souffrent du diabète, qui sont parfois frappés de cette pénurie d'appareils. Vous savez, il y a plein de gens qui meurent de cancer. Il faut un appareil pour un diagnostic rapide des cancers. Mais il y a plein de gens qui meurent parce que ces personnes sont malades, souffrent depuis un certain temps, elles vont à l'hôpital, on fait tout 10 000 nouveaux cas en 2010 et pratiquement 15 769 nouveaux cas en 2018. C'est quand même il n'y a pas d'appareil parce qu'il y a effrayant. Comme je vous dis, des gens vont à l'hôpital, mais on leur dit qu'on n'a rien vu.
Et maintenant, ces personnes sont obligées de se rabattre sur les rebouteux et sur les charlatans où on tente de les soigner à travers des formules de perlimpinpin, alors qu'en fait, ces personnes ont un cancer, mais qui n'a pas été détecté à l'hôpital. Merci. Merci à vous, chers messieurs, et merci d'avoir été nombreux à regarder cette autre audition. C'était la dernière de la semaine. Bon retour avec différentes rédactions, chers messieurs. Et donc, avec le vendredi Soif qui se poursuit. Et à lundi, on se retrouve dès qu'il sera 9h20 sur votre chaîne. Bon week-end également.